Bonjour et bienvenue sur Tourisme Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuelle Liop, avocat spécialisé en droit du tourisme et droit aérien. Dans cet épisode, elle te présente sa stratégie éthique et humaniste qui lui a permis de s'imposer comme référence dans son domaine. Elle se base ensuite sur son expérience pour te livrer les compétences et qualités clés à développer selon elle si tu souhaites également suivre cette voie. Enfin, étant elle-même à la recherche d'un stagiaire pour janvier, elle te partage plusieurs astuces pour te démarquer auprès des recruteurs lorsque tu postules. Pour les découvrir, je t'invite donc à rejoindre ma conversation avec Emmanuelle. Bonjour Madame Liop, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes avocate spécialisée dans le droit du tourisme, c'est bien ça? C'est ça, bonjour Marie. Parfait, du coup, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste votre métier d'avocate, donc vos missions au quotidien, et est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à son application dans le domaine du tourisme? Avec plaisir. Je me présente en 2 mots, je suis effectivement avocat, c'est vrai que je tiens au masculin parce que c'est un titre, un peu comme docteur, vous voyez, docteur en droit, mais avocate est tout à fait accepté. Pour ma part, j'utilise le masculin. D'accord. Je suis avocat au barreau de Paris depuis plusieurs décennies maintenant puisque j'ai prêté serment en 1989 et à la base, mes formations de 3e cycle sont droit des affaires, droit de l'économie, droit de la concurrence et droit du commerce international et droit international privé. Je me destinais à une carrière, on va dire en droit des affaires internationales et en réalité, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé à travailler comme avocat junior dans un cabinet qui s'occupait d'entreprises de tourisme et du syndicat qui à l'époque s'appelait le SNAV et de grands groupes, autres, agences qui aujourd'hui ont disparu comme Nouvelles Frontières. C'est comme ça qu'à une époque où il n'existait pas de formation juridique en droit du tourisme, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour ces entreprises et à m'intéresser à la matière. Et beh, au fil des années, tout simplement, j'ai concentré sur moi tous les dossiers, du voyage parce que je trouvais ça très intéressant. Ça permet, de toucher à des matières qui sont, par exemple, le droit européen, le droit international, le droit français, bien évidemment, le droit des affaires. En réalité, c'est une matière un peu transversale. Ça me permet d'exercer l'anglais et l'espagnol que je parle couramment et voilà, comment je me suis un petit peu imposée dans le domaine. J'ai ensuite, participé à de nombreuses publications dans la presse professionnelle qui ont accentué un peu, la notoriété du département que j'ai créé et que j'animais, consacré donc au droit du tourisme et au droit aérien. Et voilà comment j'en ai fait, mon activité, à 100 au fil des années et qui m'occupe, donc quotidiennement, mais uniquement pour les professionnels. C'est-à-dire que le travail que je fais en matière de gestion des contentieux ou en conseil, je vais vous donner un peu quelques détails, m'occupe à 100. D'accord. C'est intéressant de voir que vous n'avez pas forcément étudié le droit du tourisme à l'école. Je ne sais pas quelles études vous avez faites, mais que du coup c'est venu pendant vos expériences professionnelles. Oui, vous avez raison. Mon cursus, il est relativement classique puisque j'ai fait une maîtrise de droit, à Paris 2 Assas et j'ai enchaîné sur, ce qu'on appelle aujourd'hui les masters 2, ce sont des 3e cycles que l'on appelait à ma grande époque les DEA, le diplôme d'études approfondies, à la Sorbonne. J'en ai fait un premier en droit, du commerce international et droit international privé et un second pendant que je préparais l'école d'avocat, j'en ai donc fait un second, droit de la distribution, de la concurrence et de la consommation, toujours à la Sorbonne. Donc si vous voulez, voilà, tout simplement, j'aurais peut-être été bien en peine de choisir droit du tourisme, mais en tout cas, ça n'existait pas à l'époque. Oui. C'est assez récent, il y a quelques formations qui existent maintenant, des formations, par exemple pratiques qui s'apparentent plus, à ce qu'on appelait avant les DESS. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais bon, ce sont des formations de maîtrise de 3e cycle. En tout cas, en juridique, voilà, il existe une formation à la Sorbonne. C'est un institut du tourisme qui s'appelle l'IREST et qui est couplé avec un master 2, droit et fiscalité du tourisme, dans lequel j'ai d'ailleurs enseigné pendant quelques années le droit du tourisme et le droit aérien. D'accord. C'est intéressant justement de voir que aussi les spécialités évoluent aussi en fonction des besoins, j'imagine. Voilà, c'est ça. Vous avez ces quelques petites spécialités. Alors, le transport aérien, en revanche, lui, fait l'objet d'enseignements, déjà anciens dans diverses universités, notamment celle d'Aix-Marseille. Il existe un institut du transport aérien. Là aussi, j'ai pu, donner quelques cours.
Après, rien ne remplace, la pratique et l'expérience parce que, les enseignements théoriques universitaires ne préparent pas, mais ça, c'est pas nouveau, c'est pas un scoop, ne préparent pas forcément à la réalité pratique de ce monde-là qui est un petit peu particulier, qui est passionnant, qui demande pas mal d'expérience, pas mal de pratique pour, comprendre toutes les problématiques et tous les sujets qui animent, le secteur. C'est vrai, je suis d'accord. Mais de votre côté, vous avez vraiment le sujet de l'aérien qui ressort par rapport aux autres piliers de l'industrie? Alors, oui, c'est vrai que vous m'aviez demandé un petit peu comment j'occupais mon quotidien d'avocat, donc quand on dit spécialisé, nous les avocats, il faut qu'on soit prudent parce qu'un avocat spécialisé est un avocat qui détient un certificat de spécialisation. Les certificats de spécialisation existent dans d'autres matières, mais pas encore en droit du tourisme. D'accord. Vous avez, voilà, droit social, droit des sociétés, droit de la famille, et cetera. Et le droit du tourisme, peut-être parce que c'est une matière un peu transversale, qui requiert des connaissances un peu diverses et variées, le droit des contrats, le droit civil, le droit de la concurrence, la distribution, la consommation, et cetera. Peut-être c'est la raison pour laquelle il n'existe pas de certificat. C'est pour ça que moi, avec peut-être un peu de prétention, on dit que je suis expert ou experte dans le domaine, mais je n'ai pas de certificat puisqu'il n'en existe pas. Et je ne dirais pas que l'aérien a prédominant par rapport au tourisme. En fait, pour moi, c'est un tout, si vous voulez. L'activité qui touche à l'aérien, que ce soit directement pour les compagnies aériennes ou pour les tours opérateurs ou les agents de voyage, pour moi, fait partie du monde du tourisme. Au sens large, et j'ai par exemple une clientèle qui va des agences de voyage, en passant par les tours opérateurs, des compagnies aériennes, des agences qui font de l'événementiel en même temps que du tourisme, des régions, parfois, qui me demandent de l'aide pour leur activité touristique, des syndicats professionnels, des compagnies croisières, des startups qui ont des modèles parfois un peu différents et un peu novateurs. Vous voyez, la palette est assez large à partir du moment où on va toucher aux activités qui touchent au tourisme, que ce soit le tourisme en France, mais pour une grande partie, le tourisme qui va consister à proposer des prestations à un public, notamment français, mais à l'étranger. Des voyages, des forfaits, des séminaires, et cetera, des vols, tout simplement ce qu'on appelle des vols secs, à l'étranger, hors de France. D'accord. Donc ça englobe vraiment tous les sujets et vous avez pas plus de cas transport que activité, par exemple? Non, non, parce que ce sont des sujets qui sont liés. Il existe un grand domaine dans le droit du tourisme qui est ce qu'on appelle les forfaits touristiques. Les forfaits touristiques, par définition, sont la combinaison aussi bien d'hébergement que de transport. Après, ça peut être aussi du transport ferroviaire, terrestre, ou routier même, mais enfin voilà, c'est assez large effectivement. Et les sujets qui occupent sont soit, pour une partie qui n'est pas majoritaire heureusement, les contentieux initiés par des clients, ou alors des contentieux entre 2 professionnels, c'est-à-dire entre une agence et un tour opérateur, et sinon principalement beaucoup de conseils qui me sont demandés par les professionnels qui veulent, par exemple, disposer des bons contrats, des bonnes clauses, que ce soit les contrats avec leurs clients ou des contrats avec d'autres professionnels, ce qu'on appelle le B2B, business to business, par opposition au B2C, business to consumer, leurs conditions de vente, l'information qu'ils doivent donner aux clients et puis aussi des conseils beaucoup sur les contours de leurs responsabilités en tant que professionnels, les assurances qu'ils peuvent prendre, les assurances qu'ils peuvent vendre aux clients. C'est assez large. D'accord, c'est intéressant. Et je voulais juste revenir sur votre spécialité et le fait qu'elle soit pas officielle. Je trouve ça bizarre que ça existe pas parce que même si ça a été très ralenti avec la crise sanitaire, on voyage de plus en plus et comme vous le disiez, le tourisme c'est quelque chose de très transversal. Par exemple, les transports, ils peuvent aussi bien être utilisés par les touristes que par les locaux. Donc ça nous touche au quotidien. Donc c'est pour ça que ça me surprend que ça n'existe pas, tout comme on n'a pas de ministère du tourisme en France. Est-ce qu'il y a un code du tourisme? Alors justement, j'allais compléter ce que je vous disais en vous disant qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en France et même en Europe, le droit du tourisme existe dans la mesure où il existe effectivement un code du tourisme Oui, qui regroupe ce que moi je vais utiliser, quotidiennement, la partie vraiment vente de voyage et de séjour,
petit code du tourisme qui est issu d'une directive européenne. C'est pour ça que je vous parlais des autres pays européens qui ont donc aussi un droit du tourisme. On a un texte européen qui datait des années 1990 d'ailleurs et qui a été modifié en novembre 2015. Donc, il existe une directive européenne qui a induit ce code du tourisme en France. C'est-à-dire que l'on transpose en France maintenant les termes de ce texte européen. Avant 1990, on avait des textes franco-français, notamment une loi de 1992 et puis même avant une loi de 1975. Mais là, je n'étais pas née. Je plaisante bien sûr. Et si vous voulez, donc il y a vraiment un droit du tourisme, à tel point que, par exemple, moi je fais partie d'une association d'avocats, travel, comme on dit entre nous, au niveau européen et au niveau mondial. Voilà, j'ai deux associations dont je fais partie parce qu'on a des problématiques qu'on aime partager entre confrères qui travaillent sur le même sujet. Donc, il y a un droit du tourisme. Il y a un code du tourisme. Il y a de nombreux textes qui sont regroupés dans ce code et qui ont trait, par exemple, à l'hôtellerie de plein air, au classement des hôtels, aux voitures, aux fameuses VTC, à l'espace rural. Enfin, c'est une compilation de textes, mais il y a même des dispositions fiscales. Moi, ce qui m'intéresse vraiment au premier chef, c'est la partie, comme je vous le disais, vente de voyage et de séjour. Alors maintenant, qu'il n'y ait pas de certificat de spécialité au niveau de l'ordre des avocats, je vais vous dire, c'est pas très grave. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans que j'avais créé un département au droit du tourisme et droit aérien dans le premier cabinet où j'exerçais. Je l'ai fait également dans le second cabinet où j'étais associée. Et puis maintenant, moi, j'ai mon propre cabinet et je me fais ma spécialité, on va dire, toute seule et prétentieusement mon expertise. Voilà. D'accord. Non, mais je pense que c'était quand même important de le souligner et puis peut-être que ça arrivera aussi plus tard si ça se développe de plus en plus. Oui. Mais du coup, je voulais aussi revenir par rapport à la partie études. Comme on l'a vu avec vous, vous avez d'abord étudié le droit et après, en fonction de vos expériences, vous vous êtes spécialisé là-dedans. Mais du coup, j'imagine que quand on est étudiant, par exemple, si on s'intéresse d'abord au tourisme, ça va être difficile de se convertir en avocat spécialisé du tourisme parce que j'imagine que si on n'a aucune formation, pour le coup, c'est vraiment pas possible parce qu'il y a une méthodologie assez particulière, j'imagine. Alors, vous soulevez un point qui est important et intéressant. Comme je vous l'ai dit, il existe quelques formations. Donc, je ne les connais peut-être pas toutes, mais je parle évidemment juridique, hein, parce que des formations pratiques, évidemment, voilà, ça, il y a les écoles supérieures de tourisme, et ça forme des gens qui vont avoir les mains dans le moteur, si vous voulez, qui vont être dans les agences de voyage. En juridique, je vous ai parlé de la formation à la Sorbonne. Voilà, je pense qu'il y en a peu et dire qu'effectivement, on ne peut pas se proclamer avocat spécialisé en droit du tourisme, même avec 2, 3, 4 ans de, entre guillemets, expérience, parce que, et je suis bien placée pour le dire, je pense que la formation tourisme, elle va venir sur le tas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir formé des stagiaires pendant une période minimale, par exemple, de 6 mois, voire parfois je les ai repris pendant un an. J'ai la fierté de me dire qu'aujourd'hui, ces personnes-là ont des postes dans le tourisme, dans des compagnies aériennes, dans des tours opérateurs, à la médiation du tourisme, voire même au syndicat qui s'appelle les entreprises du voyage. J'ai participé en tout cas à leur formation, on va dire tourisme, soit par l'enseignement, soit par des stages à mon cabinet. Évidemment, il ne s'agit pas de décourager les gens. Maintenant, il n'y a pas 10 000 places d'avocats spécialisés en tourisme, parce que le secteur, qui est certes important en France, hein, parce qu'il y a quand même 30 000 personnes qui sont salariées dans ce secteur. Il y a 4 000 ou 5 000 entreprises de tourisme, des agents de voyage, des tours opérateurs qui ont, pour certains, besoin de juristes. Mais sur le marché des avocats, on va dire, c'est vraiment une, j'ose l'expression, c'est une petite niche. Si quelqu'un se dit: «Moi, ça m'intéresse», je vais vous faire une confidence. Moi, il y a quelques années, il y a un jeune homme qui m'appelait régulièrement, je l'avais invité à le faire, qui est le frère d'un professionnel du tourisme et qui me dit: «Je fais du droit et ça m'intéresse et après je voudrais travailler pour mon frère et faire du droit du tourisme». Du coup, voilà, il m'appelait de temps en temps, je lui donnais des petits conseils et aujourd'hui, il a une clientèle, alors je ne sais pas si c'est 100, mais il fait du droit du tourisme. Pas décourager les gens, il faut se dire que si on veut se consacrer à cette matière pour soit parce qu'on a un frère qui a une entreprise, soit parce que, on a un goût immodéré
peut-être même déjà des clients potentiels, tout simplement relationnels, ça peut arriver. Il faut une solide formation en droit civil, vraiment. Le droit civil, de toute façon, c'est la base du droit, même du droit des affaires. Le droit des contrats, si on veut se mettre à rédiger des contrats, moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je suis à la base une civiliste vraiment bien formée à Paris 2, à Sas et ensuite à la Sorbonne. Et j'ai un peu l'impression que c'était hier parce que ce sont d'excellentes formations qu'on n'oublie jamais. Donc ça me paraît la base. Voilà. Je ne vous parle pas évidemment des qualités rédactionnelles et tout ça, parce que pour moi, ça va être acquis. L'expression évidemment également, puisque c'est un métier où on parle. Et à côté de ça, une formation en droit européen ou international, c'est-à-dire comprendre les textes, comme les conventions internationales, c'est évidemment un plus, puisque ce sont des textes qui sont tous plus ou moins bâtis selon les mêmes principes, enfin que ce soit du droit européen ou du droit international et du droit de la concurrence et de la consommation parce que après ça dépend de quel côté on veut se mettre, côté des consommateurs de tourisme, côté des professionnels du tourisme. Il m'a toujours semblé difficile d'être des 2 côtés en même temps. C'est pour ça que moi, je ne travaille que pour les professionnels, mais ça ne m'empêche pas de parfaitement connaître le droit de la consommation français et européen, de par ma formation et de par ma formation continue, on va dire, parce que quand on est avocat, vous savez, on se forme tout le temps, hein. Il y a de la jurisprudence à connaître, des nouveaux textes, des nouvelles lois. Vous parliez tout à l'heure, de la période difficile que l'on vit en ce moment liée à l'épidémie de Covid-19. Par exemple, au mois de mars, le monde du tourisme a été gratifié d'une ordonnance qui est venue modifier un petit peu les conditions d'annulation et de remboursement des voyages en cas de force majeure. Donc voilà, il a fallu tout de suite se mettre sur ce texte, le comprendre, le décortiquer, l'expliquer au client. Donc c'est un challenge permanent. Moi, j'ai une passion, donc ça tombe bien de pouvoir exercer sa passion et de travailler en même temps. Mais voilà, les grandes lignes, si vous voulez, si quelqu'un se dit, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, voilà, moi, je vais vous donner un exemple. Quand je cherche des stagiaires, je cible toujours mes recherches avec un peu ces matières que je viens de vous donner, hein, droit civil, droit des contrats, consommation, etc. Et malheureusement, je reçois évidemment, je peux comprendre aussi le désarroi des stagiaires qui cherchent. Je reçois des demandes de gens qui font du droit social, du droit bancaire, mais ça ne m'intéresse pas. C'est tout à fait louable, mais ça ne m'intéresse pas Mmh. parce que ça ne va pas les aider dans mon cabinet, vous voyez? Enfin, en tout cas, chez moi. Après, il y a assez peu de cabinets spécialisés, mais je pense que les problématiques sont un peu toutes les mêmes. D'accord. Mais je voulais juste revenir sur le fait que vous disiez que vous vous mettiez plutôt du côté des professionnels. Et bon, ma question, elle va peut-être être un peu naïve, mais moi, je vous avoue que j'y connais vraiment pas Non, non, grand-chose. non, il y a que des réponses stupides, il y a pas de questions. Mais du coup, est-ce que ça vous arrive régulièrement de ne pas accepter un dossier ou une demande? Enfin, vous choisissez vraiment à chaque fois les personnes à qui vous traitez? Oui, tous les jours. D'accord. Tous les Ah jours, ouais. je reçois des demandes de consommateurs, soit par mail, parce que comme j'ai un site, mon adresse mail n'est pas secrète, mon adresse mail est professionnelle, mon numéro de téléphone professionnel non plus, mes numéros. Et donc, que ce soit sur ma boîte vocale, la boîte vocale du cabinet, sur la boîte mail, ma boîte mail personnelle, enfin de mon cabinet, tous les jours, tous les jours. Et alors, depuis le début de la crise, on va dire, et fin février, parce que ça a commencé avant le confinement, et oui, c'est plusieurs par jour, bien sûr, plusieurs par jour, de gens qui souhaitent se faire rembourser des vols, qui n'y arrivent pas, qui ont des problèmes avec des agents, des tours opérateurs et à tel point que j'ai dû mettre au point une réponse automatique où je leur explique que je n'interviens que pour les professionnels, donc agences, tour opérateurs, compagnies, et cetera. C'est ce qu'on appelle, enfin moi en tout cas, je trouve que ça représenterait un conflit d'intérêts pour ma part parce que je ne peux pas un jour plaider pour une compagnie aérienne et la semaine d'après plaider pour des passagers qui seraient contre, non pas cette même compagnie aérienne, mais contre une autre parce que on utilise peut-être le même droit, mais on l'interprète de 2 manières différentes. Mhm. Et ça, comme je ne suis pas encore, schizophrène, je non seulement je ne souhaite pas le faire, mais intellectuellement, je ne pourrais pas le faire à moins de me décrédibiliser, au regard de mes clients professionnels qui sont pour certains les mêmes depuis, 25 ans. J'ai des clients qui sont très fidèles, puis des nouveaux aussi qui sont absolument, formidables. Donc voilà et le conflit d'intérêts des avocats, c'est un vrai sujet, hein. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, un jour défendre quelqu'un et le lendemain l'attaquer. Mais c'est aussi une question, d'éthique,
et que je me suis faite, personnellement et qui fonctionne plutôt bien. En tout cas, mes clients n'auraient pas confiance si je leur disais: «Oui, oui, j'ai gagné contre tel, c'est pour des particuliers consommateurs contre tel tour opérateur». Je ne crois pas que ça serait bien. C'est mon avis personnel après, voilà. Je suis d'accord avec vous. Et du coup, ça s'applique vraiment à votre cabinet? Ou du coup, est-ce qu'il y a par exemple certains de vos collègues qui, eux, se rangent du côté des consommateurs parce qu'ils ont besoin d'aide aussi? Non, non, c'est tout le cabinet. D'accord. Tout le cabinet. Après, ça me fait parfois sourire parce que quand des consommateurs s'adressent à nous, on leur répond soit au téléphone, soit par mail et alors, immanquablement, la conversation ou le message se termine par: «Bon, bah, puisque vous ne pouvez pas vous occuper de moi, est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un?» Bien évidemment que là non plus, je ne peux pas conseiller quelqu'un dans la mesure où je ne vais pas envoyer des dossiers à des confrères que j'estime certes, mais qui vont se retrouver face à moi. Je leur laisse. Oui, oui. Non, c'est totalement compréhensible et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte d'un point de vue extérieur, alors que vous y êtes confrontés tous les jours au final. C'est ça. Après, il y a peut-être des cabinets qui prennent tout le monde, hein. Moi, ça, j'en sais rien. Tout est confidentiel, mais pas ici, en tout cas, pas à mon cabinet. D'accord. Non, bah en tout cas, ça me semble totalement logique. Et donc du coup, oui, pour revenir à votre agence, vous êtes combien à peu près? Du coup, c'est vous qui l'avez fondée, celle-ci? Oui, alors mon cabinet, moi, je l'ai fondé alors attendez qu'on est en 2020. En 2012, après avoir passé, pas mal d'années en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez, constant, donc j'ai été associée auparavant dans 2 cabinets. Au moment où j'ai prêté serment jusqu'en 2012, 2 cabinets et puis voilà, le besoin s'est fait sentir parce que finalement, quand on est avocat, on a envie d'avoir sa propre boutique, si vous voulez. D'accord. Donc voilà, 2012, je dépose la marque de mon cabinet et j'exerce. Mais en fait, c'est un petit cabinet, c'est-à-dire, j'ai coutume de dire que mon cabinet est grand par les clients qu'il traite et ça, j'en suis assez fière et je suis fière d'eux. Mais c'est un petit cabinet, c'est-à-dire que moi, je suis seule, c'est-à-dire j'ai pas d'associé. J'ai une collaboratrice en ce moment, qui est quelqu'un de très bien et qui a compris comment, se former au quotidien et en permanence sur le sujet et qui a une formation de civiliste et de droit de la concurrence aussi. Et puis voilà, on est 2 et parfois alors en ce moment, c'est un peu plus difficile avec le covid, j'ai un peu levé le pied, mais en général, j'ai, au moins 2 stagiaires. 2 stagiaires qui sont avec nous et comme je vous le disais, bah, certains ont continué dans cette voie-là. Je les recommande d'ailleurs, dans différentes agences, des tours opérateurs. Et puis d'autres non, mais en même temps, ils étaient ravis, certains ont découvert la matière, l'ont adorée et ont continué là-dedans et ça me rend assez fière. Voilà, donc c'est un cabinet, comme on dit, de proximité. Vous voyez, c'est pas, une usine avec, 50 avocats. Je pense qu'il y aurait de toute façon pas la place pour 50 avocats, mais enfin, je parle pas de la place matérielle, mais même, pour les clients et en fait, voilà, on est en proximité et ça permet de rendre des services personnalisés avec des clients qui sont, allez, on va dire à 90 ce sont devenus, des amis professionnels. Ça paraît curieux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai beau être avocat, si vous voulez, je passe plus de temps dans le monde du tourisme que dans le monde des avocats. Je vais à des voyages, des congrès organisés par le tourisme, le salon du tourisme, voilà, les événements où on me demande d'intervenir, c'est du tourisme et les gens, moi je les connais tous, même quand je ne suis même pas leur avocat. On est amis professionnels, on va dire la plupart du temps, vraiment. C'est pour ça que c'est une passion, en fait. Mais bon, peut-être un peu, allez, à part par rapport, à d'autres, avocats qui travailleraient dans cette matière-là aussi, voilà. C'est peut-être l'ancienneté qui fait ça, si vous voulez. Et voilà, quand j'étais ce que j'appelle un bébé avocat, il y a des gens qui étaient déjà dans le tourisme, hein, des dirigeants, des chefs d'entreprise qui y étaient depuis déjà quelques années, qui m'ont pris un peu sous leur aile, vous voyez? Qui m'ont dit: «Toi, on va faire en sorte que tu sois un jour, une grande dans le tourisme». Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais en tout cas, ils ont été très bienveillants à mon égard, des patrons de réseau, des patrons de grands tours opérateurs et je les remercie, chaque jour parce qu'ils ont été, non seulement bienveillants, mais ils ont eu du flair puisque j'en ai fait mon métier. D'accord. Moi, au contraire, je trouve que c'est très pertinent parce que le tourisme, c'est quand même un secteur où justement l'humain est au centre. Donc non, moi, je trouve ça très cohérent. Exactement, tout à l'heure, on parlait un peu de formation. Si on veut parler un peu de qualité, alors évidemment, j'aurais pas la prétention de dire que ce sont les miennes, mais en tout cas, je pense que les qualités, c'est le relationnel, l'écoute, surtout alors,
J'allais dire surtout en ce moment, mais c'est pas la première fois que le tourisme traverse une crise, donc faut être à l'écoute. Ce sont des gens qu'on oublie un petit peu parce que c'est vrai qu'en France, au tourisme, on pense au tourisme des étrangers qui viennent en France, mais il y a tout un pan de l'industrie qui fait partir des Français à l'étranger et eux, on les oublie un petit peu et quand il y a des crises, ben voilà, il faut faire preuve d'écoute, bienveillance et bon, j'espère m'en sortir pas trop mal, mais apparemment ça leur plaît. En tout cas, c'est sincère, voilà. Non, bah, je pense que c'est exactement ce qu'il faut dans ce secteur. Et parce que je me rends pas forcément compte, vu que vous dites que vous êtes deux, parfois vous avez le soutien de stagiaires, mais du coup, je sais pas exactement combien vous avez de clients, mais après, je suppose que une entreprise, elle a pas forcément besoin de soutien juridique forcément tous les jours non plus. Donc j'imagine que vous travaillez pas absolument tous les jours avec chacun de vos clients. C'est bien ça? Ah bah, heureusement. Heureusement non, oui. Heureusement. Non, on est bien occupés, hein, on va pas se mentir. Ouais, ouais. Moi, en fait, allez, je pourrais, «grossir» entre guillemets un petit peu, c'est pas question, mais je suis passée par des grosses structures aussi, avec des départements, alors ça peut être pratique si on a besoin d'un coup de main sur un ou si le client a besoin de réponses sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Donc ça peut être bien d'avoir le département, voilà, on est dans le même, cabinet, et le client, on le partage avec d'autres. Mais small is beautiful pour ma part Mhm. et je suis bien comme ça parce que je maîtrise tout ce qui se passe. Rien ne sort de mon cabinet que je n'ai relu, revu, vérifié et cetera. Donc j'ai un peu, pas le double de travail, mais j'ai pas mal de travail. Mais voilà, je trouve que c'est une dimension qui est vivable parce qu'il faut aussi, moi j'ai la chance, comme je vous disais, d'exercer ma passion comme métier. Je veux aussi pouvoir vivre tout simplement, parfois aussi sans travailler. Donc il faut profiter aussi, de la vie. J'ai pas envie de faire une usine, une firme. Il en existe dans d'autres pays. Moi, je travaille avec des confrères, qui ont des cabinets, assez importants, dans chaque pays et qui ne font que du travel. Bon, mais je connais ça, aussi bien en version française qu'en version anglaise. Ça ne me tente plus, en fait, et j'aime bien cette proximité que je peux avoir. Ça me convient et apparemment ça convient aux clients parce que ça ne les rebute pas en tout cas. Même de très grands noms du tourisme, viennent me voir sur des sujets pointus. Voilà, donc j'ai peut-être pas une équipe de 15 personnes qui va leur faire des fusions-acquisitions, mais de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Donc ça tombe. Non, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que quand on entend, oui, le mot cabinet, tout de suite, on s'imagine une équipe de personnes, au moins, oui, une dizaine de personnes. Mais après, Un cabinet individuel. Après, je suis pas toute seule, dans mes locaux, mais ça, chacun s'organise comme il veut. C'est-à-dire que, voilà, j'ai la chance de partager mes locaux avec une consoeur qui, elle, est spécialisée en droit social et il se trouve qu'elle a une branche de son activité importante pour les entreprises du tourisme et c'est comme ça, là aussi, on a des clients communs. Elle, côté social, moi côté cœur de business, si vous voulez, du tourisme. Donc, on n'est pas 2 dans un petit bureau au coin d'une rue, vous voyez? On a un cabinet où il y a aussi, une autre activité, ah oui, ça c'est d'accord. très agréable de pouvoir partager. On va parfois aux mêmes événements. C'est très, très agréable. D'accord. Et du coup, vous faites aussi d'autres activités à côté parce que tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un petit peu enseigné à l'Institut du tourisme. Et j'ai vu aussi que sur Tourmag, il y avait ce qui s'appelait les ateliers juridiques que vous animez. Oui, alors, vous avez raison, ça c'est un autre, aspect de ce que je peux faire. En réalité, j'ai commencé, par l'écriture d'articles dans la presse professionnelle et j'ai commencé assez tard parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler en 89. Très vite, j'ai plongé dans le tourisme la même année, en fait. D'ailleurs même, c'était sous l'aspect droit aérien et puis j'ai attendu un petit peu. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais dans un cabinet où au début, j'étais collaboratrice, j'avais pas mon mot à dire si vous voulez et à chaque fois que je voulais un peu faire un article, par exemple, dans la presse professionnelle pour rectifier quelque chose que j'avais lu qui me paraissait un petit peu idiot, juridique, hein, bien sûr. Mais j'avais des patrons qui me disaient: «Non, non, on n'écrit pas dans la presse, ce sont des consultations gratuites, on n'est pas là pour ça». Mais bon, OK. Moi, j'ai pas étudié le marketing, j'ai pas étudié les relations presse, mais j'étais toujours persuadée d'une chose, c'est qu'au contraire, si on peut partager quelques savoirs, donc c'est gratuit pour le lecteur, de manière intelligente et sans en faire justement des consultations gratuites, mais en expliquant quelques petites choses, j'ai toujours été convaincue que ça retomberait positivement sur le cabinet et donc j'ai commencé en 2005, je crois, voilà et c'était un texte dans un magazine, un journal pro qui s'appelle Le Quotidien du tourisme.
C'était à l'époque sur les hausses carburants, je m'en souviens très bien et j'ai toujours d'ailleurs l'article dans mon Facebook. J'ai commencé comme ça et je suis toujours amie avec, tous ces supports et après d'autres journalistes d'un autre support m'ont demandé parce que là, en fait, j'étais associée donc je faisais bien ce que je voulais et j'ai dit: «Moi, si j'ai envie, je fais des articles» et non seulement ça a été, très bénéfique parce que les gens, bah, ils commencent à vous identifier, ils vous connaissent, ils vous choisissent comme avocat parce qu'ils disent: «Bah, on a vu et on a trouvé ça pas trop idiot». Et puis de fil en aiguille et ben, on fait des connaissances et puis on connaît quelqu'un qui dirige une formation en école, de management avec un module tourisme et qui vous demande de venir enseigner et cetera. Puis voilà et puis après on m'a demandé d'intervenir à une cellule de réflexion à la direction du tourisme et j'ai fait la rencontre d'un professeur qui maintenant est aussi avocat et qui dirige le troisième cycle à Panthéon-Sorbonne, droit et fiscalité du tourisme et puis après cette personne m'a demandé d'aller y faire des cours. Vous voyez? Tout ça, c'est parce que, voilà, donc je peux, à la demande alors maintenant j'ai plus le temps de le faire. Toutes les semaines, une conférence de 3 heures à préparer, assurer, ensuite faire les examens, corriger et cetera. Là, par rapport à mon emploi du temps, c'est pas possible. Donc je fais plutôt des conférences plus ponctuelles à la demande. Mais je continue en revanche beaucoup à écrire, des articles soit spontanés, je les propose, comme ça, soit on me les demande. Donc dans la presse professionnelle, dans la presse grand public, notamment Le Figaro qui m'a demandé la crise là, qui m'en demande pas mal. Ou alors dans une revue qui est plus juridique, qui s'appelle Juristourisme, qui dépend des éditions Dalloz. Je fais partie du comité de rédaction et qui me demande de leur proposer des sujets et puis au fil de l'année, voilà, on écrit, à la demande aussi des articles. Donc c'est une revue qui, elle, est pas grand public, qui est plus pour des gens qui font du droit, quoi. Ouais. Donc voilà un peu comment tout ça, ça se met en place et je trouve que c'est très complémentaire parce que j'essaie d'appliquer une chose dans mon quotidien et dans mon exercice, c'est d'être en permanence en lien étroit avec le milieu, avec le métier et pour faire ça, pour traiter mes dossiers ou pour écrire un article, il faut savoir comment ça fonctionne. J'ai la chance, comme je vous le disais, d'être amie avec, la plupart de mes clients. Je peux leur demander comment un truc fonctionne, je suis amie aussi avec des gens qui sont dans des institutions comme, l'IATA par exemple, qui est l'association du transport, international. Donc voilà, tant que je ne comprends pas, je pose les questions et en tout cas, je veux être en lien et donc c'est peut-être du droit, mais il faut que ce soit pratique et il faut qu'on sache pourquoi on écrit et à quoi ça va servir et tout ça, que ce soit l'exercice de mon métier ou comme on dit entre guillemets «la doctrine», faire de la doctrine, pour moi, c'est pas simplement, se gargariser avec, est-ce que c'est un contrat, de commission? Est-ce que c'est un contrat de vente? OK, ça, je laisse ça aux professeurs universitaires et moi, je vais essayer d'écrire pour que ça soit utilisable. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, en fait, finalement, c'est un secteur qui m'enrichit autant que moi, j'essaye de les enrichir avec ma pratique. C'est un peu comme ça que je le vois, quoi. Mmh. Non, moi, je trouve que c'est hyper malin ce que vous avez fait. Puis en plus, c'est vrai que ça se voit pas forcément, mais vu que vous êtes avocat à votre compte, en fait, vous êtes aussi un peu entrepreneur, donc vous avez forcément plusieurs casquettes aussi à assumer derrière. Donc Complètement. c'est vrai que ça a été un bon coup à jouer parce que maintenant, du coup, tout le monde vous connaît, vous êtes reconnu, vous avez des contacts dans ce milieu-là. Donc Et c'est ouais. exactement ça. Alors, effectivement, si on peut ajouter, une qualité à avoir si on veut se lancer, alors évidemment, moi, il y a des gens parfois qui me disent: «Oui, mais enfin bon, tant que tu es là, la place est prise». Alors je leur dis: «Bon, bah, oui, bah, chacun son tour, hein. Ouais. Quand je partirai à la pêche, la place sera libre». Non, je plaisante, mais je veux dire qu'une qualité à ajouter, c'est effectivement, on parlait du relationnel, mais c'est peut-être même au-delà et sans avoir honte, c'est aussi le commercial. C'est-à-dire savoir ce qu'on appelle, alors pudiquement, on appelait ça comme ça dans mes précédents cabinets où j'étais associée, c'est le développement. Le développement, ça veut dire aller chercher des clients, tout simplement. Et pour aller chercher des clients et pour les convaincre de travailler ensemble, effectivement, cette espèce de publicité qui est gratuite, ben voilà, c'est la presse, les articles, les groupes Facebook. Je suis marraine d'un groupe Facebook, par exemple, d'entraide pour les agences et les professionnels. Et c'est un bonheur tous les jours de. Alors, je fais des petits posts, hein. Pour le coup, non, je fais pas de consultation gratuite, mais j'aiguille, j'aide, je rectifie une petite mauvaise interprétation et c'est un bonheur complet parce que, encore une fois, je suis avec eux et ils m'apportent autant que j'essaie de leur apporter. Voilà, mais évidemment, il faut faire tourner son cabinet, hein, on va pas se mentir, hein. Ça, moi, j'ai aucun problème. Mais j'ai cette petite fierté peut-être de me dire que je ne le dois qu'à moi-même. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas, comment dirais-je?
essayer de prendre des clients qui sont, très bien avec, le conseil qu'ils ont déjà, vous voyez? Voilà, moi ça pour ça, moi j'ai une règle d'or, c'est que je ne fais pas, pardonnez-moi l'expression, mais je ne fais pas de retape. Et je suis contente quand les gens viennent me voir parce qu'ils me disent: «J'ai lu votre article, un tel m'a parlé de vous». Voilà, ça me suffit, mais je ne vais pas déloger des gens pour prendre leur place. Ça ne me correspond pas et comme je n'aime pas être en contre, j'aime être, avec. Voilà comment moi, en tout cas personnellement, je fonctionne. Très bien, franchement, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus et du coup, je voulais vous demander, c'est quoi la chose dont vous êtes la plus fière aujourd'hui, dans votre carrière? Professionnellement, franchement, c'est d'avoir, monté mon cabinet, qui n'a finalement entre guillemets «que 8 ans», alors que j'ai plus de 30 ans d'expérience et Mmh. de le faire tourner et d'en vivre et de partager tous ces moments avec les professionnels du tourisme. Honnêtement, ça me rend fière parce que finalement, être avocat, c'est ça. Vous parliez d'entrepreneuriat et ben, moi, c'est peut-être une petite entreprise, mais grande par ses clients et c'est ça ma fierté, en fait et puis surtout, bah, je contribue aussi à la vie d'une personne qui est ma collaboratrice puisque, finalement, ça lui donne un travail. Totalement. J'ai l'impression qu'elle se régale. En tout cas, si je vois le sourire qu'elle arbore sur mon site, bah, elle a l'air de se régaler et donc voilà, ça me rend fière et puis j'aimerais bien, plus tard, lever un peu le pied et puis passer la main, quoi. Ça me rendrait fière que ça dure aussi. Voilà, c'est ça, ça me rend fière. D'accord. Et du coup, au contraire, qu'est-ce qui a été le plus difficile selon vous? À un moment où vous vous êtes dit, «Ouais, là, vraiment, je sais pas si je vais y arriver. Est-ce que je vais peut-être abandonner?» Je sais pas si ça a été au niveau de vos études, parce que j'ai quelques amis qui sont dans le droit, pas forcément dans le tourisme, mais qui font du droit. Je sais que c'est des études qui sont très prenantes. Ou est-ce que ça a été, oui, un moment, par exemple, pour trouver votre premier stage, votre premier job, ou un cas en particulier qui a été très difficile à gérer? Eh bien, je vais vous dire, je dois avoir une bonne étoile parce que j'ai jamais eu de moment comme ça où j'ai baissé les bras et pourtant je ne viens pas du tout du sérail, je viens pas d'une famille d'avocats, je suis pas du tout on parle de piston, voilà, c'est pas du tout ma vie. Non, non, moi je me suis accrochée, c'est-à-dire à la limite quand j'ai commencé à faire du droit, je savais pas que je finirais avocat, j'avais pas d'idée, je suis une formation littéraire et voilà, mon choix c'était être professeur parce que j'étais acceptée, à Louis-le-Grand, enfin en Hippocagne et voilà, ça c'était le rêve de ma famille et qui il y a beaucoup de professeurs et moi j'ai dit: «Ouh là là, pas envie du tout d'être fonctionnaire», avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc voilà, j'ai choisi avocat sans avoir de facilité au départ. Il faut savoir une chose, c'est que ne nous mentons pas, il y a 30 ans, en sortant de l'école d'avocat, donc que j'avais préparé en même temps que le master 2, là, les DEVA, mon dernier DEVA. En sortant de l'école d'avocat qui ne durait qu'un an, j'ai envoyé 40 lettres à 40 cabinets où il y avait un peu de droit international. J'ai reçu 40 réponses positives. Ça fait rêver aujourd'hui. Et c'est moi qui ai choisi le cabinet où je voulais aller. Et puis il y avait même les cabinets qui vous rappelaient en disant: «Mais pourquoi vous voulez pas venir chez nous?» C'est plus comme ça aujourd'hui, donc on va pas se mentir. Vous voyez? Mmh. Je comprends que ça soit plus difficile, mais j'ai eu cette chance d'arriver au moment où, mais en plus j'ai un peu, profité de l'invention de la matière. J'ai commencé et 3 ans après, ils ont pris cette loi de 92 sur le tourisme. Voilà, j'ai vous voyez? Mais j'ai jamais baissé les bras. Les seuls moments qui ont pu être difficiles et ça je pense qu'aujourd'hui les jeunes avocats et les jeunes femmes notamment, c'est un monde qui est très macho. Franchement, pas sûre que ça ait beaucoup changé et parfois il faut se faire entendre et ne pas se laisser impressionner par soit par des hommes, hein, donc, qui vont être plus âgés et qui vont vouloir vous parler comme si vous aviez 4 ans, soit, qui vont se mettre sur d'autres terrains sur lesquels vous avez pas envie d'aller, si vous voyez bien ce que je veux dire parce que ça, c'est dans tous les métiers, c'est pas juste avocat. Mmh. Donc être jeune avocat, c'est pas simple. Jeune femme avocat, c'est pas simple non plus. Et puis maintenant, jeune femme avocat dans le tourisme, pour répondre aussi à ça, j'ai jamais baissé les bras puisque j'ai eu la chance d'être, parrainée un peu par des chefs d'entreprise du tourisme reconnus, dont certains sont heureusement encore là aujourd'hui. Donc j'ai une bonne étoile. Mais, voilà, il y a des petits moments, parfois on dit: «Bon allez, j'y vais, je fonce, je crée mon cabinet». La première fois que j'y ai pensé, je me suis dit: «Ma clientèle, je l'ai pas encore assez solidifiée, il faut qu'elle soit vraiment attachée à moi». Donc cette première fois, c'était en 2007, quand j'ai quitté mon premier cabinet et au lieu de me lancer, je me suis associée dans un autre cabinet, mais ça n'a duré que 5 ans. Ils ont été absolument formidables et adorables et ils m'ont encouragée à ensuite monter ma boîte. Donc vous voyez, c'est de la chance. Mais comme les parcours sont tous personnels, même si j'ai un caractère très optimiste, je peux pas dire à quelqu'un: «Tu verras, tout ira bien pour toi». On a chacun nos parcours. Mais j'ai pas eu, voilà,
à part des questionnements de temps en temps et des moments où j'ai dû m'imposer et notamment par rapport à des hommes. Je vais vous citer une petite phrase, je l'ai déjà dit ailleurs dans un magazine qui faisait mon portrait, journal du tourisme pro. Je rentrais d'un un congé qui est assez court, qui était court à l'époque, un congé maternité pour mon 3e bébé. Et le fondateur du cabinet où j'étais, qui avait déjà un certain âge, qui aurait pu être peut-être même mon grand-père, enfin mon père, mais beaucoup plus vieux que mon père, me dit: «Bah, qu'est-ce que vous faites là?» Et ben je lui dis: «Beh, je reviens, parce qu'il y a un jour où on revient, hein, des congés maternité». Et il me dit: «Mais avec 3 enfants?» Et il me sort: «Mais votre mari est d'accord?» Oui. Voilà, voilà, ça vous illustre un petit peu parfois les petits combats, les petites choses, voilà. Mais comme j'ai ma langue bien pendue et je l'espère mon cerveau pas trop embrumé, j'ai toujours de la répartie, je sais quoi dire et voilà. Mais faut s'endurcir un peu de toute façon, c'est ça, c'est le monde du travail, l'entrepreneuriat ensuite et puis quand on est une femme, il faut voilà. Maintenant je peux pas parler pour les hommes, hein, mais en tout cas, personnellement, voilà. J'ai toujours tendance à me dire: «Je veux ça, je l'aurai». Je suis comme l'autre dans la pub là, je l'aurai un jour et ben je l'ai. Alors, c'est un bon état d'esprit en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes qui sont par exemple à la recherche d'un stage ou d'un premier emploi? Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer auprès de cabinets? Vous voulez dire en général ou dans le tourisme? En général? Bah oui, peut-être en général, parce que je sais pas si c'est spécifique en tourisme. Non, bah, en tourisme, je vous ai dit, par exemple, ce que moi je demandais aux stagiaires, je crois que je reprendrai mon recrutement stagiaire pour janvier, donc je vais commencer à chercher là. Mais en général, il faut je vais vous dire, c'est comme le métier d'avocat. Il faut faire preuve d'un mélange de confiance en soi, d'esprit d'initiative et en même temps d'humilité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et Mhm. pourtant, ça fait 30 ans que je travaille, je pourrais bien, me regarder dans le miroir et être très fière de moi, mais c'est pas comme ça que je fonctionne. Il faut avoir de l'humilité parce qu'on a toujours des leçons à prendre. On peut faire face à des échecs, il faut les utiliser pour rebondir, essayer de ne pas s'écrouler et puis tirer leçon aussi de ses succès. Quand on est stagiaire, c'est pareil. De l'humilité, se dire qu'on est là pour apprendre et se dire qu'on est là pour travailler et pour aussi, parce que moi c'est comme ça que je vois mes stagiaires, ils m'apportent aussi des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se comporter comme un bébé à qui on va donner la béquille, qu'il faut faire preuve d'esprit d'initiative. Moi, le stagiaire qui va recopier tout un truc sur internet en disant: «Ça y est, je vous ai fait le mémo», je le vois tout de suite, c'est pas bon. Il faut qu'il soit malin et qu'il utilise une matière qu'il va trouver, que ce soit sur internet ou autre, hein. C'est vrai que maintenant on a de moins en moins de papier, mais qui vérifie, est-ce que ça c'est d'actualité? Est-ce que c'est toujours OK? Est-ce que c'est une bonne source? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je vais faire? Est-ce que tiens, mais j'ai une idée, elle m'en a pas parlé dans son questionnement, mais je vais lui proposer cette réponse aussi. Vous voyez? Ne pas attendre la bouche ouverte que ça tombe. En tout cas, moi personnellement, je peux vous dire que mes stagiaires, je les laisse pas dans un coin. Je leur apporte, je l'espère, plein de choses et je prends aussi ce qu'ils m'apportent. J'aime bien leurs idées, je les encourage, je terrorise personne et ça me fait penser que, par exemple, un stagiaire, il ne faut pas qu'il se laisse terroriser parce qu'il y en a, hein. Il y a des cabinets, il y a des gens qui terrorisent les autres. Ben non, il ne faut pas se laisser faire. Il faut être courtois, bien éduqué, voilà, et malin, intelligent et inventif et se Mhm. dire qu'on est en train de faire quelque chose qui va nous permettre plus tard de travailler, hein. C'est pas juste pour être sur le CV. Peut-être pas travailler dans le cabinet où vous êtes, mais faire un bon stage, ça vous fait, un maître de stage qui va dire du bien de vous derrière. Oui, complètement. Donc voilà, moi je pense que finalement les qualités, c'est des qualités humaines. Je les veux chez mes stagiaires, chez ma collaboratrice et je me les applique à moi-même. Voilà, confiance en soi, mais humilité et puis, esprit d'initiative, voilà. C'est un peu ce que je dirais à quelqu'un qui cherche un stage, mais n'importe où, hein, que ce soit un avocat ou quelqu'un qui va fabriquer des œuvres d'art en bois ou, non mais franchement, il y a pas de ou des gâteaux, pour moi c'est ça. Oui, oui, complètement. Et du coup, pour les personnes, je sais pas, qui seraient justement dans le droit et intéressées aussi dans le secteur du tourisme, si vous cherchez un stagiaire en janvier, où est-ce que les gens pourraient vous contacter? Ben en fait, il faut pas qu'ils hésitent à m'envoyer directement, à mon adresse mail qu'on peut trouver sur mon site D'accord. et puis, je vais mettre une annonce, auprès d'un organisme qui s'appelle Village de la Justice, normalement, dont l'accès est gratuit pour les étudiants et les apprentis avocats et cetera, mais moi je prends pas forcément des gens qui sont déjà à l'école d'avocat. Je prends des gens minimum en M2. Non pas que je n'aime pas les autres, mais
j'arrive déjà à un certain degré de maturité qui me permet d'avoir un stage vraiment, utile et profitable pour tout le monde et on parle un peu la même langue. D'accord. Il m'est arrivé de prendre des M1, mais alors s'il y a des stages qui sont certains M1, je crois, qui nécessitent des stages, je vais pas jeter le CV, hein, c'est pas du tout ça. Oui. Il faut montrer un peu quand même une certaine maturité. Donc voilà, faut pas hésiter. Moi, je réponds moi-même aux mails que je reçois, mais encore une fois, que les demandes soient quand même intelligemment formulées. C'est-à-dire que si je reçois un courrier en disant: «Voilà, je suis spécialiste en droit bancaire et en montage, de plateformes offshore parce que j'ai fait un stage dans le pétrole», voilà, vous voyez? Ça va pas matcher, quoi. Oui. Je vous dis ça, c'est rigolo parce que j'en ai reçu des comme ça, donc je suis très fière pour eux, mais j'ai peur qu'ils soient un peu déçus. Autant l'activité ici, elle est passionnante, mais on est dans le business du tourisme, donc ça sera ni du droit bancaire, ni de la fiscalité pure, ni des droits de la famille. Il faut quand même cibler, donc Oui, il m'est oui. arrivé moi de recevoir, même d'avoir des téléphones des candidats et je leur dis: «Tiens, est-ce que vous êtes allés faire un tour sur mon site?» Ça prend 2 minutes. Il y a 5 pages sur le site. Vous voyez, c'est pas non plus, c'est pas une usine à gaz. Bah non, je trouve ça un peu bête parce que Oui. moi, quand j'ai un client qui me demande de l'aider, qui me demande, d'intervenir pour lui, et bien, de moi-même, je vais aller voir son site pour comprendre ce qu'il fait. On va gagner un temps fou et ben, je trouve un peu dommage que parfois certains candidats n'aient pas cette idée-là quand même. Enfin, je vous dis pas que c'est un gros point en moins. Je me dis: «Ah, tu as pas été très pas été très malin». Je vais vous donner un exemple. L'année dernière ou il y a 2 ans quand j'ai recruté ma collaboratrice, en même temps j'ai recruté une stagiaire. Toutes les 2, sans se concerter, elles ne se connaissaient pas, eh bien, elles sont allées imprimer et se faire des reliures avec les textes que je manipule tous les jours. À l'époque, il y avait le nouveau code du tourisme issu de la directive européenne de 2015. Elles se sont fait des petites reliures avec la nouvelle directive, le nouveau code, la convention internationale de Montréal en droit aérien, je ne sais plus quel autre texte, sans je leur ai rien demandé. Et pendant l'été, avant le stage et avant la collaboration en tant qu'avocat, toutes les 2, elles ont potassé les textes. Et ça, j'ai trouvé ça, mais alors ça m'a scotché. C'est la première fois que j'avais des gens qui me disaient: «Ah oui, oui, bah, oui, j'ai lu vos articles, j'ai fait ci». Ça, j'ai trouvé ça chouette. Et ça montre le degré d'implication. Voilà, moi, je ne donne pas des stages pour quelqu'un qui veut juste avoir rempli la case stage. C'est une matière tellement de niche et tellement spécifique que si on vient chez moi, c'est parce qu'on a envie de se frotter à cette matière-là. Je dis pas forcément faire son métier, mais en tout cas être un peu dédié quand même. Oui. Donc avec plaisir, moi je pense que je vais relancer ça en janvier. Là, c'est un peu trop tard maintenant, mais quoique après on ne sait jamais, voilà. Je trouve que c'est un très bon conseil ce que vous avez dit parce que, comme vous disiez, juste regarder votre site internet, ça prend pas énormément de temps. Mais c'est vrai que Bah ça oui, fait un vous gros l'avez changement. fait vous, vous l'avez fait. Oui, moi je l'ai regardé, mais c'est vrai que je pense aussi quand bah, là je suis employée dans une agence de voyage en B2B et je sais Oui, oui, je que sais, vous êtes chez Perfect Stay. voilà. Et en fait, je pense que ce qui a beaucoup aidé aussi dans le fait que j'ai été prise, c'est que j'ai préparé un PowerPoint avec des exemples de ce que je pourrais mettre en place comme campagne, puisque moi je suis dans la publicité du coup. C'est dans la pub, ouais. C'est génial ça. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et donc du coup, c'est des petits trucs, ça m'a pas pris énormément de temps à faire, mais c'est vrai que ça fait la différence par rapport à quelqu'un d'autre. Donc très bon conseil. Et ben voilà. On en revient à ce qu'on disait, être proactif, être malin, et montrer qu'on a envie de travailler, qu'on n'est pas là pour ouvrir la bec et recevoir la béquille. Et Mm. ça vaut pour toute la vie. Vous savez, moi j'ai 3 grandes filles et je suis toujours là pour les conseiller, mais c'est ce que je leur dis. Je leur dis: «Voilà, si tu te mets pas en avant, mais de manière intelligente, on va pas aller te chercher et tu feras pas la différence». Et puis moi, je me l'applique à moi honnêtement aussi. Et c'est marrant parce que je me demande si je les ai pas conseillés il y a quelque temps ou C'est possible. Moi, ça fait un an que je travaille chez eux, mais j'avoue que oui, je suis pas au courant de tout. Du coup, juste pour terminer, est-ce qu'il y a une ressource, donc ça peut être un livre, ça peut être un documentaire ou autre, qui vous a inspiré à trouver votre voie ou que vous trouvez vraiment très important pour vous au quotidien? honnêtement, par rapport à mon activité tourisme, non. J'ai pas d'inspiration particulière. Je suis plutôt quelqu'un qui privilégie beaucoup, les relations humaines, donc j'irai pas jusqu'à dire que les gens m'inspirent au quotidien, c'est pas ça, mais en tout cas, des courants de pensée ou des choses comme ça, oui. Mais de manière générale, c'est plutôt des principes. Et il y en a un que je mets en avant, c'est, l'humanisme et la bienveillance. Voilà. Et ça me guide. En tout cas, j'essaye. Mais j'ai pas eu d'inspiration particulière. Parce que vous avez vu, je vous ai décrit un peu mon parcours et il s'est mis en place tout seul, des petites pièces de puzzle qui sont mises en place et qui
J'ai abouti à quelque chose que j'avais pas du tout, formulé quand je suis allée m'inscrire en fac de droit. Frauduleusement puisque mes parents voulaient que je sois en hypokhâgne. Donc D'accord. Non, mais c'est vrai que la bienveillance, ça paraît tout simple, mais en fait, je suis vraiment d'accord, ça booste au quotidien. Quand on a des gens qui sont bienveillants en face de soi, forcément, on a envie de l'être aussi. Et donc, du coup, ça fait un cercle vertueux et voilà. bien sûr, regardez, il y a depuis quoi 3 4 ans, on a même des gens dans les entreprises qui ont des postes de chef de la joie, Oui, happiness, chief officer. Donc exact. moi demain, si on me propose un poste de chef de la joie, mais j'y vais. Mm. Bah, c'est un super mot de la fin, merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose que je vous ai pas demandé, mais qui vous semble important. Bah, je crois qu'on a bien fait le tour. Je trouve que vous avez particulièrement bien préparé cet entretien, donc c'est un plaisir pour moi parce que c'est vrai que je suis souvent sollicitée, donc je trouve ça très efficace et je ne sais pas qui va écouter ce podcast, mais si ce sont des étudiants en droit ou des stagiaires ou des chefs d'entreprise, mais je leur souhaite à tous, et à vous inclus, beaucoup de bonnes choses et beaucoup de courage pour la suite, parce qu'il y a Merci. une chose qui est certaine, c'est que là, on se contacte dans cette période difficile, mais on va en sortir. Ça, j'en suis persuadée. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Bah, merci beaucoup, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est pas facile, mais c'est sûr que on va s'en sortir, surtout aussi pour le secteur du tourisme qui est très impacté, mais bon, les gens vont pas s'arrêter de partir en vacances. Ça, c'est évident. Exactement. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, bah, Avec je vous souhaite plaisir, une bonne Marie. journée et à très vite. Au revoir. La même chose. À Merci. très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci de t'être rejoint à cette discussion avec Emmanuel. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux nous le faire savoir en t'abonnant. C'est ce qui soutient le plus le podcast. Comme d'habitude, je t'invite aussi à consulter la barre de description. J'y ai listé toutes les ressources citées par Emmanuel, ainsi que les informations si jamais tu souhaites rejoindre son cabinet en tant que stagiaire. Tu peux aussi nous contacter sur LinkedIn ou sur Instagram si tu as des questions. Les liens de nos comptes sont également dans les notes du podcast. Sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourisme Marimi. Salut!